Tout le monde pense que ce vieux vierge solitaire est le plus faible de tous, mais après qu'il a été nommé instructeur pour les chevaliers de l'ordre des bibliothécaires, il montre à tout le monde à quel point il est fort et se fait entourer de belles femmes. Dans la ville, un homme dans la quarantaine s'entraîne avec une épée en bois pendant que son père se plaint qu'il devrait y avoir des petits-enfants à présent. Le fils insiste sur le fait que c'est son moment, mais le père, qui a commencé à lui enseigner il y a 20 ans, dit que sa technique est impressionnante, mais l'accuse d'ignorer la famille. L'homme est bientôt accueilli par des élèves enthousiastes et soutient que gérer le dojo et attirer plus d'élèves féminines montre sa responsabilité. De plus, il n'est même pas marié. Son père suggère de sortir avec une étudiante, mais le fils affirme fermement que le dojo n'est pas pour la romance. Ce humble dojo a transmis des compétences au sabre depuis des générations. Le maître y a été élevé, toujours attiré par ses épées. Pas grand-chose n'a changé. Il travaille dur pour le maintenir en vie, bien qu'il ait un jour rêvé d'être un maître épéiste. Il trouve maintenant un but dans l'enseignement, et il est fier des succès de ses élèves. Plus tard, en prenant un repas, son père recommence à le taquiner sur les petits-enfants. Le vieil homme se demande si sa femme ne serait pas heureuse si Beryl trouvait un partenaire et leur donnait un petit enfant, mais elle croit que les choses doivent arriver naturellement et ne pas être précipitées. Bien qu'elle soit convaincue qu'ils auront des petits-enfants un jour, Beryl réalise alors que sa mère ne prend pas parti. Soudain, quelqu'un frappe. C'est une jeune femme en armure nommée Aleutia Citrus, qui lit son ancien professeur. Il l'invite à entrer pour le thé. Son père mentionne qu'elle écrit toujours, et il sait qu'elle est maintenant commandante, ce qui signifie que Beryl l'a bien formée. Le professeur demande pourquoi elle est en visite, et Aleutia dit qu'elle enseigne aussi l'escrime et a recommandé Beryl comme son instructeur spécial, ce qui a été approuvé. Le professeur pense que c'est une blague jusqu'à ce qu'elle montre le document officiel. Le père de Beryl plaisante en disant qu'il va mourir s'il ne le signe pas, et Aleutia dit que ce n'est pas si sérieux, mais qu'il y aurait des conséquences. Elle est venue en carrosse pour emmener Beryl à la capitale, pour la nuit, afin qu'il puisse parler davantage demain. Bien qu'étonné par la rapidité de tout cela, le père l'encourage à y aller, peut-être même à charmer la jeune dame. Beryl, d'une certaine manière, dit à son père d'arrêter de taquiner, surtout puisqu'elle est beaucoup plus jeune que lui. Aleutia se comporte comme si elle souhaitait que son professeur prenne les choses plus au sérieux. Alors que l'instructeur se rend à la capitale, il remarque qu'Aleutia porte toujours l'épée. Il lui a donné après qu'elle a terminé sa formation, quelque chose qu'il fait pour tous les diplômés. Bien qu'il soit touché, il se demande si cela convient à un commandant, mais Aleutia insiste pour le garder. Beryl trouve cela drôle qu'elle s'accroche encore à la croyance enfantine qu'un élève ne peut pas surpasser le maître, surtout maintenant qu'il est trop vieux pour être ce mentor. Pourtant, il est excité qu'un maître d'épée rural comme lui ait une chance dans la capitale, et Aleutia ressent en silence qu'elle doit s'améliorer pour vraiment gagner son respect, bien qu'elle garde cette pensée pour elle. Ils atteignent Baltrian et Beryl, déposés à son auberge, errent dans les rues, ressentant son âge. Le lendemain, Aleutia dit à ses troupes qu'elle a amené Beryl pour être l'instructeur spécial de l'Ordre de la Liberté, admettant qu'elle ne peut même pas l'égaler en compétences. Lorsqu'elle l'introduit, Beryl devient nerveux mais finit par rassembler son courage, fait son discours et espère être utile et faire fonctionner le partenariat. À la fin du discours, un soldat demande discrètement s'il faut s'inquiéter, alors qu'un autre semble agacé. Après avoir renvoyé les hommes, le commandant félicite le nouvel instructeur et mentionne qu'il entraînera les chevaliers quelques fois par mois, ce qui n'affectera pas son travail au dojo. Juste à ce moment-là, un chevalier nommé Kiruni se précipite pour saluer son ancien mentor, se souvenant d'une réprimande passée. Beryl est fière d'être maintenant une vraie chevalière, bien qu'elle admette qu'il reste encore beaucoup à apprendre. Il se souvient de ses 2 années de travail acharné au dojo et est heureux de s'entraîner à nouveau avec elle. Ce soir-là, Beryl est heureuse d'avoir 2 anciens élèves dans l'ordre, mais elle est choquée de voir Randrid, un autre ancien élève, attendre à l'intérieur avec sa femme et son enfant. Malgré la chaleureuse réunion, le père de Beryl insiste pour que Randrid reste et s'entraîne pour son travail, et ne revienne qu'une fois marié. Bien qu'incertain, Beryl le rejoint à la table et apprend que Randrid s'installe maintenant qu'il est père, abandonnant ses voyages. Le professeur voit cela comme un grand changement pour quelqu'un du statut de Randrid. Et si Randrid se sent coupable, Beryl sait que c'est grâce à ses propres efforts, pas seulement à l'entraînement, qu'il est devenu ce qu'il est. Bien que les aventures puissent rapporter gros, c'est un métier dangereux. Le père de Beryl dit que Randrid a eu de la chance puisqu'il connaît le style du dojo et a pu remplacer l'ancien maître. Randrid accepte d'aider, laissant Beryl stupéfait par la rapidité des événements. Surtout quand son père le piège pour gérer le dojo pendant son absence, voire plus. Invite toute la famille à rester dormir. Ce qui pousse Beryl à grogner que c'est sa maison. Plus tard, le professeur dit à Aleutia, qui agit, agacée mais secrètement attentive au maître à proximité. Beryl s'excuse d'avoir amené Randrid, car l'auberge était chère, et Aleutia l'invite audacieusement à rester avec elle, mais il refuse maladroitement comme si c'était une blague étrange, même si elle lui propose quand même le déjeuner pour passer du temps avec lui. Juste à ce moment-là, une femme dans la rue dit que le commandant marche avec un type qui a l'air lâche, embarrassant Beryl, qui se cache, pensant qu'il ruine l'image d'Aleutia. Mais Aleutia fait taire la femme par Lysander, bien que les commérages continuent.
demandant pourquoi quelqu'un comme ça serait appelé maître. Beryl remarque alors qu'elle a un insigne d'aventurière de rang noir. Lysander fait face à quelqu'un d'inconnu, jusqu'à ce qu'elle réalise que c'est maître Beryl. Comme prévu, il ne la reconnaît pas. Cela fait 20 ans. Elle se réintroduit comme Serena Lysandra, la fille qu'il a un jour recueillie et à qui il a appris l'escrime. Le nom ravive son souvenir de l'avoir trouvée perdue près de la rivière et de l'avoir entraînée. Reconnaissante, Serena partage son succès et se demande pourquoi il est avec Citrus. Le commandant explique fermement que Beryl est désormais instructeur de l'Ordre de la Liberté, et qu'il cherche une place pour lui à Baltrin. Serena, sans se laisser décourager, dit qu'en tant qu'ancienne courtière d'aventuriers, elle peut mieux aider que Citrus. Ils finissent par trouver une place pour Beryl, et bien qu'il soit reconnaissant, il souhaite qu'ils s'entendent bien. Ils partent après avoir dit au revoir, et il les regarde partir, pensant qu'il est trop âgé pour la vie en ville, mais heureux que ses anciens élèves se soucient de lui. Le lendemain, un puissant chevalier gagne facilement en brisant l'épée en bois de son adversaire. Après le duel, Aléusius Citrus déclare que Maître Gardinet prendra le relais en tant qu'instructeur. Rejetant le nouvel enseignant, un puissant chevalier affirme que seuls les forts peuvent former les membres de l'Ordre de la Liberté et exige une preuve de compétence. Beryl demande qui il est, et Citrus révèle qu'il est Emlid Strout, le vice-commandant de l'Ordre. Strout défie le sensei, et Gardinet accepte de prouver sa valeur. Bien que réticent, Beryl entre dans l'arène entouré de chevaliers sceptiques, et il ne les blâme pas. Strout se moque de la gentillesse du commandant, disant que cela peut entraîner de mauvaises décisions. Un point avec lequel Beryl est silencieusement d'accord, bien qu'il espère ne pas perdre lourdement et embarrasser Aléutia. Le duel commence avec une attaque féroce de Strout. Gardinet bloque chaque coup, conscient que se faire toucher pourrait être désastreux. Il déplace sa lame en bloquant, contre-attaque, et frappe le menton de Strout avec la crosse. Inquiet, il demande si Strout va bien, ce qui ne fait que l'énerver davantage. Ils reprennent, et Beryl regrette de l'avoir frappé, trouvant cela inapproprié pour un professeur. Avant la deuxième manche, Strout avertit qu'il ne tombera pas dans un autre piège. Strout charge à nouveau, encore plus fort, mais Beryl se défend bien. Bien que Beryl sache que le garçon est plus rapide et plus fort, ses mouvements prévisibles donnent un avantage au sensei. En lisant la prochaine attaque, Beryl contre et repousse Strout. Furieux, Strout utilise son mouvement signature de briser les épées, mais Beryl disparaît, et réapparaît derrière lui, la lame contre son dos. Choqué par la défaite, Strout se transforme rapidement en fan, suppliant d'apprendre la technique. Plus tard, Strout organise une célébration dans une taverne pour la promotion de Beryl, s'excusant d'avoir douté de lui. Beryl comprend qu'il est naturel de questionner un étranger. Après quelques verres, Aléutia rappelle au député qu'elle l'avait prévenu des compétences de Beryl. Kiruna plaisante sur leur endurance à boire, admettant qu'elle ne peut pas suivre. Hamlet fait à nouveau l'éloge de la technique de Beryl, et Beryl explique qu'il a simplement imité le mouvement de Strout. Kiruna trouve que cela semble facile, et Aléutia est d'accord, mais seulement pour un maître. Beryl dit que prévoir les mouvements et la flexibilité comptent aussi. Si Drout avait été moins rigide, il aurait peut-être gagné. Inspiré, Hamlet dit qu'il est excité de s'entraîner avec Beryl. Pendant ce temps, dans le village, le père de Beryl remercie Randrid, qui répond que l'aider à réussir lui apporte de la joie. Le vieil homme croit que son fils mérite plus que ce village, et Randrid est d'accord, disant qu'il n'a jamais rencontré un meilleur épéiste que Gardine. Une semaine plus tard, Maître Gardine a tenu une autre séance d'entraînement. Au début, il a humblement interrompu son duo d'entraînement pour suggérer d'ajuster leur distance. Lorsque le combattant a semblé perplexe, il a illustré comment même un petit changement de position, tandis que les yeux de l'ennemi sont fixés sur votre arme, peut décider de la survie. Beryl a vu à quel point tout le monde était inhabituellement concentré, comme si il partageait quelque chose de révolutionnaire dans sa simplicité. Après cela, Hamlet a offert une serviette à l'instructeur, et Beryl a pensé que leur respect venait de son récent match contre le célèbre Drout. Peu de temps après, Kiruna a demandé s'il avait le temps de voir la capitale, n'étant pas familier avec la vie citadine. Beryl a pensé qu'il était judicieux de l'accompagner, et elle semblait ravie de le guider. À ce moment-là, il se sentait sûr de sa place, du moins pour l'instant. Pendant ce temps, lors d'une réunion stratégique, un commandant de bataillon a été informé que l'ordre des plans de la liberté avait été approuvé, et qu'un budget était nécessaire. Lorsqu'on lui a demandé au sujet du nouvel entraîneur, Aléutia, Citrus a admis qu'il avait dépassé les attentes. Plus tard, elle a réfléchi à la façon dont la maîtrise de l'épée pouvait mener au leadership, bien que cela ait un grand coût personnel. Elle ne pouvait pas abandonner son maître, se rappelant quand elle a rencontré Beryl Gardon pour la première fois. Sa famille avait déménagé près de son dojo après avoir entendu des éloges sur son enseignement, puisque les zones rurales étaient souvent négligées par le. Pour des raisons de sécurité, ses parents ont insisté pour qu'elle prenne des cours d'autodéfense. À l'instigation de sa mère, la jeune Aléutia a rencontré le doux instructeur,
qui a rapidement laissé une forte impression. Elle a bientôt commencé à s'entraîner, guidée patiemment à travers des mouvements de base et des exercices exigeants qui la mettaient au défi. Au cours des 18 mois suivants, elle s'est entraînée dur, et est devenue progressivement plus habile et confiante. Ce qui comptait le plus pour elle, c'était la façon dont Beryl célébrait toujours ses progrès, peu importe leur ampleur. Lors d'une séance, elle a remarqué l'absence de Randrud, mais elle l'a oublié quand Beryl a annoncé l'entraînement d'attaque. Excitée, elle s'est avancée, mais n'a trouvé aucune ouverture. Faisant confiance à son instinct, elle a frappé. Beryl a esquivé et l'a désarmé facilement, mais l'a félicité pour son timing, disant que cela montrait du potentiel. Aleoutia a compris ce qu'il voulait dire, bien qu'à l'époque, elle supposait que tous les enseignants d'escrime pouvaient faire ce que le sien faisait. Un jour, Beryl a emmené ses élèves à un événement de sparring sans contact dans un autre dojo. Rand a combattu en premier, gagnant instantanément avec un contre après que son adversaire ait chargé imprudemment. Ensuite, c'était au tour d'Aleoutia, qui a immédiatement repéré des failles dans la défense de son adversaire. Bien qu'il ait essayé toutes les attaques possibles, elle a esquivé avec aisance et l'a battu dès son premier mouvement après un bref faux pas. Sur le chemin du retour, Beryl a souligné l'importance de faire face à différents styles. Aleoutia a demandé si leur dojo était vraiment si fort puisqu'il avait gagné facilement, y compris Beryl qui avait vaincu le maître adverse. Beryl a répondu que c'était plus une question de compatibilité des styles, que de savoir qui gagnait et qu'Aleoutia devrait se concentrer sur ce qu'elle avait appris. À ce moment-là, elle se souvint qu'elle avait laissé quelque chose derrière elle et couru en arrière, pour se retrouver confrontée à des étudiants locaux qui l'entouraient, tenant son objet perdu. Lorsqu'elle tendit la main, un garçon la jeta au sol en se moquant d'elle, disant que le duel ne signifiait rien si elle n'avait pas vraiment gagné. Aucun d'eux ne perdrait jamais contre une simple fille de la campagne, ou du moins le pensait-il. Jusqu'à ce que leur chef tente d'attaquer Aleoutia, mais Beryl intervint juste à temps pour l'empêcher, et d'après l'expression du sensei, ce n'était pas un coup léger. Beryl admit qu'il n'aimait pas la façon dont ses enfants traitaient l'escrime. Lorsqu'un garçon lui fit une attaque enfante, Beryl le désarma et repoussa les autres avec des mouvements légers, sans faire de mal. Le plus agressif attrapa une autre épée pour continuer à se battre, mais leur professeur arriva et les réprimanda, déclarant clairement qu'ensemble, ils ne pouvaient pas battre. Beryl et ce jardin, ainsi que les élèves, étaient tout simplement excellents. Beryl a dit au maître de se détendre, en notant que les enfants étaient simplement à un âge difficile. Le professeur s'est incliné et a assumé la faute, ce qui a embarrassé Beryl, pensant que c'était trop. Sur le chemin du retour, Beryl avait un mauvais pressentiment concernant le retour d'Aleoutia là-bas, mais il est allé avec elle quand même. Après qu'il se soit blessé, elle s'est sentie coupable et, au lieu de la gronder, Beryl a pris la faute et s'est excusée de ne pas l'avoir arrêtée. Aleoutia a pleuré, non pas par peur, mais parce qu'elle a compris que lorsque les émotions débordent, les larmes viennent quoi qu'il arrive. Pour la réconforter, Beryl a suggéré d'aller manger quelque chose. Un peu plus tard, l'enseignant et l'élève se sont affrontés à nouveau dans un duel d'entraînement. Garnet a expiré profondément et a commencé, mais Aleoutia a fait le mouvement décisif, le surpassant et, pour la première fois, battant son mentor. Ce jour-là, il lui a donné son épée personnelle, croyant qu'elle était prête même si elle avait des doutes. Bien qu'elle se sente indigne, elle l'a accepté, déchirée entre rester et partir. Désireuse d'honorer son maître, Citrus a participé aux épreuves de l'ordre. Son incertitude a disparu lorsqu'elle les a réussies avec brio. Personne ne pouvait égaler les réflexes et la précision qu'elle avait appris. Alors qu'elle s'élevait rapidement au rang de commandant, elle réalisa que le talent de son mentor méritait reconnaissance, et non obscurité. Quand elle eut enfin l'autorité de choisir un instructeur, des années s'étaient écoulées. Mais son maître restait tout aussi compétent, peut-être même meilleur, pour trouver le temps. Certains pourraient penser que la femme exagérait, mais elle était déterminée à prouver que son enseignant méritait reconnaissance, alors elle prit l'initiative. Maintenant, Aleoutia revient vers son équipe et demande à Embley des nouvelles de l'entraînement. Il mentionne que Beryl a encore impressionné. L'enseignant était parti avec Kurumi explorer la capitale. Aleoutia ressent une lueur d'envie. Elle voulait l'emmener à un vrai rendez-vous, mais elle l'ignore quand Embley rate son signal. Pendant ce temps, Beryl est fasciné par le marché animé de la ville, si différent de sa maison à la campagne. Kurumi suggère d'explorer le quartier ouest. Mais Beryl préfère les paysages au nord. Elle se moque de lui, disant que seuls les villageois aiment ça, le faisant réaliser à quel point il se sent déplacé. Il tombe bientôt sur un autre ancien élève. Kurumi salue avec enthousiasme Facel, bien que Beryl ne la reconnaisse pas avant. Elle plaisante en parlant de pleurer et montre son épée d'adieu. Cela lui rappelle quelque chose, et il est stupéfait de voir à quel point elle a changé. Elle dit que cela fait 5 ans, et quand le professeur lui demande au sujet de sa formation, Kurumi annonce fièrement que Facel est maintenant l'étoile du corps magique, ce qui confond Beryl. Il l'a entraînée au combat à l'épée. Facel explique qu'elle cherche du matériel magique comme un anneau de feu, mais puis elle allume une flamme sur son doigt pour prouver qu'elle n'en a pas besoin. Beryl est émerveillée et dit qu'elle est vraiment devenue une sorcière. Elle admet que cela a demandé du travail acharné, et pendant que son professeur regrette, elle a laissé l'escrime derrière elle, il est fier de sa croissance. Soudain, un homme arrache le sac d'une vieille femme. Alors que Beryl et Kearney réagissent, Facel lance un sortilège de liaison avec son épée, arrêtant le voleur. Beryl est de nouveau impressionnée, et Facel explique qu'elle combine l'épée et
La magie dans son style, rendant son ancien maître encore plus fier. Le lendemain matin, Gardinet fait une promenade tranquille, espérant se sentir plus chez lui dans la ville. Il se dirige vers le quartier ouest pour trouver un bon endroit pour manger avec Facel et Kurumi. Lorsqu'une petite fille essaie soudainement d'attirer son attention, il suppose qu'elle est une enfant perdue. La fille, se faisant appeler Lucy Diamond, commandante du corps de magie du royaume de Libérus, est offensée. Beryl suppose qu'elle n'est qu'une enfant qui joue à faire semblant, et commente les jeux étranges des enfants du coin. Agacée, Lucy fait apparaître du feu dans sa main pour prouver qu'elle est sérieuse, puis laisse entendre qu'elle aimerait sa compagnie en ce joli matin. En marchant, elle mentionne avoir appris de Facel que son maître est en formation de ballet, fait l'éloge de la magie et des compétences à l'épée de Facel, créditant leur professeur. Lorsque Beryl demande si elle aimerait apprendre aussi, Lucy le corrige. Elle est plus âgée et mérite le respect. Elle le mène à une arène improvisée, disant qu'elle s'entraîne tous les jours, devient plus forte, et veut maintenant tester ses progrès. Beryl accepte qu'il est bon d'évaluer ses progrès, même s'il ne s'attendait pas à être la cible. Évitant une attaque soudaine de feu, il est impressionné par ses réflexes et voit des flammes. L'entourer, réalisant qu'elle est sérieuse alors qu'il sort son épée et se prépare à combattre. Après avoir frappé en premier, Lucy demande ironiquement s'il est prêt. Beryl admet qu'il ne l'est pas, mais doit riposter. Elle dit que c'est un bon test de progrès, même s'il doute d'être un rival digne. Elle lance une énorme boule de feu, essayant de finir rapidement. Il esquive à peine alors qu'elle continue d'attaquer avec le feu, souriant tout au long. Alors que la chaleur monte, Lucy passe à la magie de glace, mais Beryl la traverse, lui impressionnant. Elle relance, et il charge, visant à la mettre hors combat en toute sécurité. Son coup brutal échoue. Elle s'entoure de flammes et contre-attaque avec une tempête de feu. Une seconde salve tombe du ciel, presque impossible à bloquer. En plaisantant, Lucy demande s'il a déjà combattu une sorcière. Il dit que c'est son premier et pire adversaire. Après avoir esquivé, il voit une énorme sphère de glace et la renvoie, mais elle la détruit en plein vol. Utilisant la fumée comme couverture, Beryl l'attaque, mais elle le frappe avec la foudre. Elle se vante d'avoir gardé son meilleur sort, une aura sombre lourde qui le gèle sur place. Juste au moment où cela devient dangereux, elle s'arrête, disant que cela échouerait aussi. Curieux, Gardine demande ce qui aurait pu arriver. Elle dit qu'il serait réduit en bouillie, ou au mieux, brouillé. Elle admet qu'il est fort et comprend maintenant pourquoi. Facel le respecte, mais Beryl pense qu'elle a retenu ses coups. Il réfléchit à ne pas avoir encore dépassé son père. Lucy rit de son humilité, surtout qu'il n'est pas en colère contre l'embuscade. Il hausse les épaules, ce n'est qu'une corvée. Et elle rit encore. Il se rend compte qu'il ne peut pas lui en vouloir. Elle l'invite à l'institut de magie pour enseigner, mais il refuse. Le lendemain, il est surpris de voir Facel livrer des potions du cœur magique à l'ordre. Beryl trouve les potions utiles, surtout celles à base de plantes sur lesquelles il compte souvent. Facel lui tend une bouteille en disant que c'est une apologie de la commandante Lucy, révélant que la jeune fille est en réalité une haute responsable. Choqué, Beryl écoute Facel expliquer que Lucy utilise la magie pour rester jeune, bien que son âge réel reste inconnu. Lorsque Beryl évoque leur affrontement précédent, admettant qu'il a failli être éliminé, Facel note la rare compétence de Diamond. Elle peut enchaîner les sorts comme peu d'autres. Aleotia Citrus arrive pour remercier Facel d'avoir livré des potions avant de partir. Elle et Serena Lysandra demandent ensuite à Beryl de les aider à entraîner des aventuriers débutants à la demande de leur chef de guilde. Il est chargé de les évaluer et de les préparer pour leur premier donjon. Beryl réfléchit à ses anciens rêves d'aventure, à quel point le butin semblait prometteur, jusqu'à ce qu'un monstre le réduise en miettes. Il avertit que les donjons sont dangereux, mais Lysandra est convaincue qu'ils seront en sécurité sous sa surveillance. Aleotia, hésitante mais pragmatique, y voit une chance pour lui de grandir. Bien qu'ils soient souvent d'accord, la tension entre elle et Lysandra confuse Beryl. Aleotia finit par l'encourager à écouter le chef de la guilde, lui rappelant que des instructeurs spéciaux travaillent de manière indépendante. Lysandra l'emmène rencontrer le chef. Surprise, Lucy Diamond est déjà là, sirotant du thé. Elle connaît le chef de la guilde, qui se présente comme Midas. Faisant confiance à Lysandra et au Twin Dragon Blade, il croit que Beryl est apte pour le poste. Lucy ajoute sa propre recommandation. Se sentant mis de côté, Beryl réalise que son opinion compte à peine. Midas présente Megan, son aide, qui veut clarifier quelque chose pour obtenir le soutien de Beryl. Megan pense qu'il est risqué de laisser un débutant rejoindre une équipe d'assaut. Beryl, à moitié embarrassé et à moitié soulagé, espère en silence que cela le sortira de là. Mais Lysandra accuse Megan de manque de respect, et Lucy remet en question sa confiance. Megan dit que les décisions sont prises en groupe, et avec les étranges apparitions de monstres dernièrement, Beryl doit prouver sa valeur en duellant Lysandra et les Twin Blade. Beryl est stupéfait que les autres le soutiennent. Midas demande s'il est prêt, et Beryl accepte nerveusement. Le chef des aventuriers traîne le maître vers le terrain d'entraînement du quartier général, où les membres sont choqués de voir la renommée Lysandra affronter un homme d'âge moyen inconnu. Beryl, déjà en train de regretter d'être là, se souvient que Lysandra est une aventurière de haut niveau.
La fille, excitée à l'idée de enfin s'entraîner avec son maître, se remémore un souvenir d'enfance. Montant dans une carriole chargée de marchandises valant des années de revenus. Ses parents marchands espèrent lui offrir une vie meilleure, mais leur voyage a été interrompu lorsqu'un monstre a attaqué, tuant le cocher. Sa mère, Serena, l'a poussé à fuir, mais la bête a renversé la carriole, envoyant Serena par-dessus une falaise dans une rivière. Plus tard, la fille se réveilla pour se trouver sauvée par Beryl Gardner, qui l'accueillit. Lorsqu'il lui demanda ce qui s'était passé lors de l'attaque, le traumatisme la submergea. À l'époque, Beryl vivait avec ses parents, et bien que personne ne sache ce qu'était devenu la famille de la fille, il demanda à s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle trouve un nouveau foyer. Serena était renfermée, irritable et silencieuse pendant des jours, mais ceux qui l'entouraient restèrent patients et prirent soin d'elle. Un jour, elle regarda Beryl s'entraîner avec une épée en bois et montra de l'intérêt. Encouragée à essayer, la pratique de l'épée devint partie de sa routine. Elle se rapprocha de Beryl, qui devint son mentor et l'aida à retrouver confiance en elle. Finalement, elle commença à s'entraîner au dojo et ressentit un fort sentiment d'appartenance. Son sensei, toujours gentil, croyait qu'elle avait du talent, surtout avec des épées jumelles. Plus tard, la famille de Beryl lui trouva un nouveau foyer, mais lui promit qu'elle pourrait toujours revenir. Reconnaissante, elle partit en pleurant, même si elle souhaitait pouvoir rester. 20 ans plus tard, maintenant connue sous le nom de Lysandra, elle devint une aventurière de rang or. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, elle dit qu'elle voulait voir le monde. Lors d'une mission, sa calèche fut attaquée par des bandits, menés par un célèbre épéiste local. Sans hésiter, Lysandra se rua sur les bandits, et les vainquit rapidement avec ses épées jumelles. Elle a dû devenir aventurière juste pour ces raisons déclarées. Son vrai but était d'empêcher les autres de souffrir, comme elle l'avait fait et pour honorer les enseignements de son maître. Maintenant, devant l'homme qui avait changé sa vie, Serena, elle le salua comme elle le faisait dans sa jeunesse et il sourit, touché par son souvenir. Mais elle n'était plus une élève, il choisit de l'honorer avec un duel digne. Lysandra frappa d'en haut avec ses lames en bois, forçant Beryl à se défendre contre sa vitesse impressionnante. Bien qu'il s'attendît à son habileté, sa vitesse le surprit encore. Lysandra, ravie de l'occasion de combattre son maître, peinait à toucher, sachant pertinemment qu'elle pourrait ne pas réussir même à son meilleur. Pourtant, la chance de l'affronter avec sa force actuelle la faisait sourire. Beryl observait chaque mouvement, impressionné par son endurance et sa détermination. Mais ensuite, il trouva une ouverture. Il attrapa sa lame gauche avec la sienne et la désarma, avant de l'immobiliser au sol. Après avoir déclaré la victoire, les aventuriers acclamèrent, impressionnés par le duel. Nidus admit que c'était incroyable et Lysandra, comme d'habitude, le loua. Bien qu'il avoua qu'il aurait perdu si le combat avait duré 10 secondes de plus. Il réalisa que la fille n'avait pas encore maîtrisé sa main gauche, et elle admit qu'elle devait l'entraîner pour qu'elle soit à la hauteur de sa main dominante. Lucy arriva en riant, voyant l'instructeur faire un cours magistral dans la classe avancée, tandis que Maigen s'excusait d'avoir douté de Garnet. Toujours humble, Beryl l'accepta et confia la formation des aventuriers novices au maître épéiste, regrettant de ne pas pouvoir décliner. Le lendemain, Lysandra présenta ses premiers apprentis, Porta, Nidri et Sarlaka. Porta et Nidri étaient de classe bronze. Sarlaka était en argent. Au début de leur formation, ils entrèrent dans une grotte où Sarlaka détecta 6 ennemis avec un dispositif magique. 3 gobelins tentèrent de l'étendre une embuscade, mais les jeunes combattants gagnèrent facilement. Beryl pensait qu'ils avaient à peine besoin de son aide. Des heures plus tard, le donjon était dégagé et Beryl et Lysandra les ont félicités, bien que la classe avancée ait trouvé étrange qu'il y ait si peu d'ennemis. Soudain, le dispositif de Sarlaka s'est brisé et une bête ailée a attaqué Porta. C'était une créature semblable à un griffon appelé Cénogravel, probablement la raison pour laquelle le donjon était vide. Beryl réfléchit instantanément à son malheur, face à une telle bête alors qu'il n'a jamais voulu être impliqué. Il demande des potions à Serena, et elle confirme qu'elle en a 2. Le professeur envisage d'aider Porta. Pendant que l'étudiant combat le griffon, mais Serena interprète mal et s'enfuit, avec Porta, laissant Beryl seul face à Cénogravel. Malgré son âge, Beryl résiste aux attaques de la créature. Bien que son épée ne marque à peine son armure semblable à de l'acier, un seul coup ne pourrait pas le tuer, il se concentre sur gagner du temps. Serena et Porta s'échappent dans le donjon, pendant que Beryl bloque une attaque puissante qui lui blesse le bras et le projette à plusieurs mètres. Refusant d'abandonner, il vise le visage du monstre, mais évite de justesse une boule de feu. Il parvient à couper la queue de Cénogravel lors d'une contre-attaque, montrant sa compétence légendaire. Enragé, le griffon libère une immense explosion de feu, forçant Beryl Gardine à battre en retraite avec beaucoup d'efforts. Beryl reçoit un coup de tête qu'il ne peut éviter et est traîné dans les bois par l'oiseau sauvage, qui s'élève ensuite dans le ciel avec lui accroché. Après s'être libéré en contournant le corps de la créature, Gardine se retrouve dangereusement haut. Mais grâce à sa détermination et à sa patience, il s'accroche à ses plumes jusqu'à ce qu'il soit enfin relâché au sol. Furieux, le Cénogravel pousse un rugissement qui transforme la terre environnante, y compris celle de Beryl, en lave en fusion. Beryl saute sur un rocher voisin, remarquant la lave qui s'infiltre dans le donjon où ses amis Nidri et Sarlaka luttent pour sauver l'infortuné Porta.
Entendant le cri désespéré de Nidri, Beryl réalise qu'il doit agir. En marchant prudemment sur la surface brûlante, il vise un coup mortel contre l'oiseau. Cénogravel, désormais enragé, riposte avec une pluie de boules de feu, mais Beryl les esquive, avec précision, s'approchant pour poignarder la bête dans elle. Œil, bien que l'oiseau brise son épée en représailles. Juste à ce moment-là, Serena Lysandra réapparaît, lançant une attaque surprise et enfonçant ses lames jumelles dans le dos de Cénogravel, mettant fin au combat féroce. Après la bataille, Serena attribue leur victoire sur la bête face aux efforts du maître, même s'il n'est pas d'accord. Elle admet être arrivée trop tard, permettant au griffon de détruire l'épée du sensei. Pendant ce temps, Beryl se concentre uniquement sur l'état de Porta, et l'officier lui assure que Porta va se rétablir. En fait, Beryl voit lorsque les jeunes aventuriers ressortent vivants, même si Porta est inconscient. Schirner dit à l'ancien professeur que la situation lui rappelle le bon vieux temps, éveillant ses propres souvenirs. Plus tard, Lysandra revient à la guilde, impressionnant Nétis, qui pouvait à peine croire qu'ils avaient vaincu une cible aussi dangereuse tout en protégeant les recrues. Serena insiste sur le fait que la présence du maître leur a sauvé la vie, et Megan n'attendait rien de la part de quelqu'un qui a déjà battu un aventurier de la classe noire. Bien que le chef de la guilde essaie d'inviter le maître à se joindre à eux, Garnet refuse avant qu'il ne puisse finir. Ensuite, Serena dit à Beryl qu'il ne pourrait jamais se contenter d'être un simple aventurier. Beryl pense qu'il le surestime, mais Serena, s'excusant en s'inclinant, admet que elle a exagéré ses compétences, même si elle croit toujours qu'il est incroyablement puissant et la remercie de lui avoir permis de se battre à ses côtés. Beryl remercie la fille, reconnaissant que ses décisions intelligentes ont été essentielles au succès de l'équipe et à leur retour en sécurité. Touchée par sa croissance, Serena Lysandra se souvient avec tendresse de son propre mentor et presque lance un discours sur le passé, mais elle change rapidement de sujet. Après avoir voyagé avec Lysandra, Beryl suit maintenant une autre ancienne élève, Kiruni, jusqu'à un forgeron en ville. Bien que Beryl pense qu'Elucha avait d'autres devoirs, elle insiste pour l'aider à choisir une épée, c'est urgent. Gênée, Beryl entend ses murmures à propos de Lysandra et Kiruni qui couvre d'autres courses, ce qui la rend impatiente d'aider. Quand il lui demande à ce sujet, elle évite la question et lui dit d'attendre et de voir. Aux forges, le forgeron les accueille chaleureusement, et Beryl reconnaît instantanément Baldur, un ancien élève. Ils sont tous deux surpris et heureux de se retrouver. Lorsqu'Elucha demande quel est leur lien, Beryl explique que Baldur Gasp était plus âgé que lui au dojo. À l'époque, Beryl espérait que l'entraînement l'aiderait à fabriquer de meilleures épées. Il est content que Baldur gère maintenant sa propre forge, même si Baldur trouve amusant la surprise de Beryl. Kiruni demande à faire aiguiser sa petite épée, mais Baldur recommande de la remplacer en cas de doute sur les dégâts. Elucha trouve cela étrange, car Kiruni entretient habituellement son équipement. Quand Beryl demande comment se sent l'épée, Kiruni dit que c'est léger et facile à utiliser. Garnet lui suggère d'essayer une épée à 2 mains plus lourde. Malgré sa petite taille, Kiruni la manie facilement et décide de l'acheter. Sa décision prise, Beryl commence à chercher une épée. Bien qu'Elucha suggère une arme sur mesure, il se contente d'explorer la boutique. Soudain, Sharina arrive à la recherche de Baldur et tombe sur Elucha, ravi de leur rivalité silencieuse pour l'attention de leur maître. Beryl intervient pour calmer la tension et demande pourquoi Lysander est venue. Elle explique qu'elle veut forger une épée longue à partir de la griffe du griffon tué. Baldur, surpris que ce soit Xenogravel, questionne la nécessité d'une autre arme. Mais Lysander dit que c'est un cadeau pour son maître, qui l'a beaucoup aidé. Beryl pense qu'elle mérite de garder la griffe, mais Elucha soutient que l'ordre aurait dû fournir un meilleur équipement. Pourtant, Lysander insiste, se sentant redevable pour des erreurs passées. Alors que Garnet réfléchit, Baldur suggère d'accepter et Beryl est d'accord, ravissant Sharina mais décevant Elucha. Pendant que Beryl examine le matériau rare, l'expression de Baldur montre qu'il espère quelque chose de plus grand que la simple épée demandée par Beryl. Baldur demande une semaine pour forger l'arme, et juste au moment où Beryl s'attend à un peu de temps libre, Kiruni l'entraîne vers le terrain d'entraînement. Puisqu'il a recommandé l'épée à 2 mains, il doit maintenant lui enseigner. Il explique que la puissance de cette arme vient de larges coups amples utilisant l'élan, pas seulement la force, et met en avant le rikasa pour l'équilibre. Kiruni a du mal jusqu'à ce que Beryl lui conseille de bouger des hanches, après quoi elle s'améliore rapidement, lui rappelant ses débuts. Ce soir-là, Beryl se rend dans une taverne pour se détendre et célébrer sa progression. Ensuite, en errant dans les rues, une fille cagoulée essaie de le voler. Elle invoque une gigantesque boule de feu pour s'échapper, laissant derrière elle un collier que Beryl trouve et inspecte avec curiosité. Pendant ce temps, la voleuse s'enfuit vers une planque cachée, où elle est réprimandée mais défendue par ses compagnons. Au dojo le lendemain, Kiruni s'entraîne avec sa grande épée. Tandis que Imbla s'entraîne avec Beryl, toujours incapable de porter un coup. Essayant de feinter, Imbla vise l'abdomen de Beryl, mais Beryl contre et gagne encore. Imbla le remercie pour la leçon, et Beryl reconnaît ses progrès. Imbla loue alors le changement audacieux d'arme de Kiruni, notant son potentiel et à quel point c'est vital pour les chevaliers chargés de se préparer pour une attaque contre les voleurs de l'aube, qui sèment le trouble dans la capitale.
Bien qu'il plaisante en disant que Beryl pourrait s'en occuper seul, Beryl n'a aucun intérêt pour ce genre de travail. Pourtant, il se souvient de la bague qu'il a prise à un pickpocket, se demandant si cela pourrait aider l'enquête. Kiruni, en le voyant, suppose que c'est un cadeau, et Imbla fait semblant. Beryl essaie d'expliquer que la bague n'est pas un cadeau, mais Kiruni blague en disant qu'il aura besoin d'une plus grande s'il propose à Aleutia. Confuse par cette supposition, Beryl finit par expliquer qu'il l'a obtenue d'un pickpocket qu'il a attrapé hier. Elle s'est échappée en utilisant de la magie de feu, ce qui l'a surpris. Kai trouve cela étrange car les utilisateurs de magie peuvent étudier gratuitement à l'institut et n'ont pas besoin de voler. Imbla suggère que la fille pourrait utiliser une magie objet et demande ce que Beryl va faire avec la bague. Beryl dit qu'il va la rendre, et Imbla lui dit de la laisser au bureau des ordres des chevaliers, ce qu'il fait. Avec cela réglé, Beryl décide de ne pas poursuivre la fille, bien que son apparence le dérange encore. Plus tard, en explorant le marché immobilier, il est choqué par le prix élevé de tout. Beryl pourrait techniquement se permettre l'objet grâce à son salaire de l'ordre des chevaliers, mais c'était quand même un prix élevé. Alors qu'il hésite, il remarque une fille derrière lui qui regarde autour et va l'aider. Pour réaliser que c'est la même fille qui a essayé de le voler la nuit précédente. Quand il mentionne une bague, elle l'attaque, pensant qu'il l'a volée. Beryl la calme et explique qu'il l'a déjà la laissée à la réception où les chevaliers ont commandé. Comme elle ne peut pas y aller elle-même, il lui demande si elle l'a volée, mais elle nie le faire, et cela suffit pour qu'il propose son aide. Il suggère qu'elle vienne avec lui, en soulignant que ce serait plus facile de récupérer la bague s'il la recommande. Bien qu'elle soit visiblement agacée, elle accepte. Au QG, Beryl récupère la bague mais retarde un mot avec elle, juste au moment où Illusia. Il apparaît et tire la mauvaise conclusion. En supposant que la fille est la fille secrète de Beryl. Beryl nie l'accusation, et tout le monde entre. Pour qu'il puisse expliquer les choses à Illusia. Une fois qu'elle comprend, Illusia demande ce qu'il veut faire à propos de Mui. Normalement, Illusia l'arrêterait, mais Beryl ne veut pas la mettre en difficulté. Il demande si elle va arrêter de voler, mais elle évite la question et exige que l'on lui rende la bague. Son honnêteté et le fait de ne pas mentir font que Beryl la voit comme une bonne fille au fond. Illusia, ayant entendu Mui utiliser la magie sur Beryl, demande si cela vient d'un accessoire ou si c'était naturel. Mui dit que c'était son propre pouvoir. Illusia explique que le talent magique signifie que le royaume la soutiendra, donc il n'y a pas besoin de voler. Mui s'ouvre et dit qu'elle a besoin de 5 millions de docs pour ressusciter sa sœur. Comme promis par son patron. Beryl réalise que le patron ment, la résurrection est impossible, mais sait que Mui ne va pas encore le croire. Illusia sort pour vérifier quelque chose, laissant Beryl et Mui seuls. Il propose des biscuits. Elle refuse, bien qu'elle ait clairement faim, alors il lui apporte du pain. Elle le dévore, et Beryl se sent soulagé d'avoir trouvé après avoir vu sa tristesse la veille. Mui rend la bague, prête à partir après être restée trop longtemps, mais Lucie entre en trombe, ayant appris d'Illusia que Mui a un potentiel magique. En tant que responsable du corps magique, Lucie l'invite à rejoindre l'institut, mais Mui refuse, elle économise 5 millions de docs pour payer un sorcier afin de ressusciter sa sœur. Stupéfaite, Lucie dit que la magie de la résurrection n'existe pas, mais Mui insiste sur le fait qu'elle l'a vu. En réalité, le sorcier n'a fait que faire bouger le cadavre avec la télékinésie, ce que Mui, aveuglé par le chagrin, a pris pour du vrai. Lucie, soupçonnant une arnaque, exige le nom du sorcier, et promet de payer si c'est vrai, mais de le punir sinon. Mui révèle son nom, Twilight, chef des voleurs du crépuscule. Lucie emmène Beryl pour l'affronter, laissant Illusia derrière pour ne pas attirer l'attention. Dans la cachette près de la route principale, Lucie fait irruption. Pendant que Beryl s'occupe des bandits qui défendent Mui, Lucie affronte Twilight, qui attaque avec un équipement magique. Il la soulève par télékinésie, la même astuce qu'il a utilisée pour tromper Mui, et se moque d'elle pour l'avoir cru. Alors qu'il prépare une boule de feu, Lucie l'assomme avec la magie du vent. À l'étage, Beryl défait le reste et fait taire celui qui insulte Mui. Lucie traîne Twilight dehors et le force à avouer. Mui, dévasté, apprend que sa sœur est vraiment partie. Les chevaliers arrivent pour arrêter la bande, mais Illusia remarque que l'équipement de Twilight laisse présager quelque chose de plus grand. De loin, une silhouette encapuchonnée déclenche un dispositif qui tue Twilight et informe le pape dont les supplications, le fil libre est parti et les cadavres serviront à ses sombres plans. Le lendemain, après l'entraînement, Illusia a tiré le maître à part pour partager des nouvelles. Twilight était mort pendant le transport vers la prison, mystérieusement, explosant et ne laissant que ses implants enchantés derrière. Ils sont maintenant en cours d'examen à l'aide du cœur magique. Les témoins, y compris l'équipe de Twilight, étaient perplexes, confirmant la théorie de Lucy Diamond selon laquelle quelqu'un d'autre le contrôlait. Pendant ce temps, Beryl a ramassé son épée personnalisée, forgée à partir des os d'une bête nommée. Bien qu'il la trouve un peu flashy, Kiruni insistait pour dire qu'elle lui allait bien et lui donnait même une sensation d'inconfort, juste en sentant son tranchant. Acceptant cela, Beryl a décidé de l'essayer. En se rendant à la salle d'entraînement,
il admit qu'il ne s'était jamais senti à l'aise en portant une lame. Puis ils ont croisé Lucy, qui avait besoin de l'attention du maître, forçant Kirun à manquer le début du combat à l'épée. Le professeur se dirigea vers le domaine de Lucy Diamond, où elle a mentionné qu'elle encourageait Mui à rejoindre l'Institut de magie. Autour d'un thé, ils furent rejoints par Ibroa Alman, un prêtre de Sven, voisin de Fenugarvania. Lui et Lucy expliquèrent que tout l'équipement magique de Twilight venait de Sven, incorporé par l'homme de l'évêque Rivio, Sarlayan, qui avait engagé Twilight pour collecter des corps. Une fois Twilight capturé, il a probablement été éliminé par le biais du contrôle magique. Rivio avait collecté des corps, poursuivant ce qu'il appelait le miracle de Sven, ce que d'autres connaissent sous le nom de sorcellerie. Lucy expliqua que ce miracle, considéré comme une résurrection, est d'y être un acte divin que seul Sven, le vrai Dieu, peut accomplir, bien qu'il soit largement considéré comme un mythe. Pourtant, Rivio est obsédé par la preuve que c'est réel. Une action est nécessaire, mais c'est délicat. Il est actuellement à l'église de Sven dans le nord de Liberus, et l'ordre prévoit de l'invoquer demain. S'il fuit chez lui, il sera presque impossible de l'atteindre. C'est pourquoi une action rapide est essentielle. Un affrontement direct avec l'Église pourrait déclencher une crise internationale, et en tant que simple prêtre, je ne peux pas défier un évêque. C'est là que Beryl Gardner intervient. Il espérait aussi que cette mission pourrait le mener à le corps de la sœur de Mui, pour donner à la jeune fille une clôture. Avec cela, le sabreur accepta la mission, juste au moment où il rencontra Mui, arrivant avec les fournitures demandées par Lucy. Il fut soulagé de voir Lucy prendre soin d'elle et remarqua à quel point elle avait grandi. Mui sentit quelque chose s'éveiller en elle, toujours incertaine de la raison pour laquelle cet homme lui montrait autant de chaleur. Lucy dit doucement que c'est normal que les adultes prennent soin des enfants. Pourtant, Mui était confuse. Elle avait déjà essayé de voler le professeur, et maintenant il lui offre un refuge. Sentant cela, Beryl lui dit de ne pas trop réfléchir et de se concentrer sur le fait de se sentir en sécurité, car personne ici ne lui voulait du mal. Elle avait un avenir qui valait la peine d'être embrassée. Mui, toujours prudente, commença à faire un peu confiance, émue par leur gentillesse. Bien que submergée, elle se força à rester forte. Pendant ce temps, Ravios reçut une livraison tant attendue, et Beryl observa attentivement l'évêque. Alors qu'il le suivait, un homme encapuchonné arrêta Beryl dans la rue, se révélant et l'accusant de la ruine de Twilight. Beryl soupçonna qu'il était un chevalier sous les ordres de Sven, et il avait raison. L'homme a rappelé ses troupes et s'est retiré, laissant 3 soldats derrière pour affronter Garnet. Invoquant le pouvoir de Zian, ils ont renforcé leur corps et attaqué, mettant Beryl en réel danger. Forcé de réagir, il a esquivé et en a abattu un, réalisant la véritable puissance de sa nouvelle lame. 2 autres ont frappé, et bientôt 3 autres ont rejoint le combat. Une soudaine vague de magie a traversé le champ de bataille, dispersant les attaquants et sauvant Beryl. Facel est apparu, prête à lancer un sort, courant pour aider son ancien maître. Avec Kiruna juste derrière, épée à la main, chargeant l'ennemi. Il prétendait qu'il passait juste par là quand ils l'ont vu en danger, bien que Beryl en doutât. Pourtant, toutes deux se battaient avec férocité, abattant des soldats avec habileté et force. Alors que les améliorations des chevaliers s'estompaient, des renforts arrivèrent, mais les femmes insistaient pour dire qu'elles pouvaient gérer la situation. Faisant confiance à leur capacité, Beryl reprit sa mission et entra dans la église, où l'évêque Rivio s'attendait avec le commandant ennemi. Rivios ordonna à l'homme de l'éliminer, puis invoqua le pouvoir de son dieu. Les caisses de ravitaillement éclatèrent, révélant des cadavres qui se levèrent en tant que morts vivants. Horrifié, Beryl reconnut l'une d'elles, la sœur de Mui, inconfondable avec son collier et ses cheveux bleus. Dégoûté mais résolu, il abattit les zombies, leur corps disparaissant dans des flammes bleues jusqu'à ce qu'elles s'approchent enfin, impossible à ignorer. Au lieu de dégainer immédiatement son épée, Beryl embrasse la fille, pleurant ce qu'elle est devenue. Ce n'est qu'alors qu'il lui tranche le cou, lui offrant la même miséricorde qu'aux autres. Elle s'effrite lentement comme de la cendre dans le vent, consumée par la même flamme bleue, laissant seulement le collier qu'elle partageait autrefois avec sa sœur. Beryl le garde, avec un lourd remords d'avoir été partie prenante d'un moment si tragique. Spur, cependant, reste totalement impassible. Il commence même à prier, invoquant la puissance divine, pour renforcer son corps en vue du combat à venir. Une fois terminé, il fonce sur Garnet avec une vitesse effrayante et fait preuve d'une force écrasante. Malgré la pluie de coups incessante qui menace sa vie, le professeur expérimenté parvient à tenir bon. Pour Beryl, ce combattant dépasse l'agilité de Serena et la force d'un Blas, un mélange mortel pour tout adversaire. Comme si les choses ne pouvaient pas empirer, l'un des coups de Spur blesse en fait Beryl, quelque chose qui ne s'est pas produit depuis qu'il a rejoint l'ordre. C'est clair maintenant, il est vraiment en danger. Pourtant, il refuse de laisser quelqu'un qui joue avec des vies humaines impunies. Avec un élan soudain, Beryl reprend le combat et frappe le bras de Spur. Bien que blessé, Spur jure de ne pas tomber, affirmant que la protection divine le protège. Puis, de manière troublante, il se poignarde le bras avec une dague, devenant encore plus puissant. Sa fureur s'intensifie et un plaisir tordu apparaît sur son visage. Beryl est bientôt couvert de coupures, ses membres lacérés. À plusieurs reprises, mais une volonté indéfectible le maintient debout. Spur lance une attaque frontale qui frôle
l'épaule de Beryl, mais le contre de Beryl frappe fort. Avec de la place pour frapper, Beryl tranche une profonde blessure dans le bras de Spur, et lui tranche la poitrine, arrêtant la prochaine attaque du chevalier. Le sang coule, mais Spur se redresse avec son épée au lieu de tomber. Beryl est stupéfait qu'il soit encore debout. Spur charge à nouveau, mais du sang jaillit de lui alors que sa force faiblit. Pourtant, il avance comme un homme condamné jusqu'à ce que son épée glisse et qu'il s'effondre enfin. Beryl condamne son chemin, mais Spur affirme que le vieux ne comprendrait jamais. Ce avec quoi Beryl est silencieusement d'accord. Avec Spur à terre, Beryl quitte l'église pour retrouver ses anciens élèves et un capturé, l'évêque Rivios, qui insiste sur le fait que sa défaite ne signifie rien. L'évêque avertit que seuls des miracles divins peuvent sauver Fenugarvani. Le lendemain, Gardinen arrive chez Lucy, Diamond où elle sait déjà ce qui s'est passé. Beryl regrette d'avoir échoué envers Maeve, mais Lucy rejette sa culpabilité et l'emmène dans une maison qu'elle lui offre. À l'intérieur, en train de balayer le sol, se trouve Maeve, vivante. Elle a enfin choisi de retourner à l'école. Maintenant, la seule question est de savoir si elle restera avec Beryl, ce qui surprend complètement le professeur. Parce que Maeve a besoin d'un parent ou d'un tuteur légal. Pour s'inscrire, Beryl pourrait signer les formulaires, mais il pourrait faire plus que ça. Il pourrait vraiment devenir son tuteur, son père d'une manière significative. Après avoir révélé cela, Lucy dit à Maeve ce que Beryl a fait pour elle la nuit précédente. Il est temps, dit-elle, que la fille croit que certains adultes se soucient encore. En entendant cela, Maeve marche dans le couloir et demande si elle peut avoir une chambre. Mais avant que quelqu'un ne réponde, elle entre comme si c'était déjà la sienne. C'est à ce moment-là que Beryl comprend qu'il vient de devenir un père. Son sourire en dit long. Il n'y a pas de retour en arrière. Beryl et Maeve ont passé l'après-midi à regarder une pièce intense sur une histoire d'amour compliquée. Beryl a aimé, mais Maeve était agacée par le protagoniste égoïste, bien qu'elle se soit tout de même amusée. Beryl pensait que l'héroïne était pire et espérait en silence que leur dispute pourrait les rapprocher. Mais le lendemain, elles étaient toujours distantes. Quand Maeve est allée s'inscrire à l'académie de magie, son gardien le jardin avait essayé de venir, mais elle voulait clairement y aller seule. Pourtant, il l'a accompagnée jusqu'à la porte. Là, Beryl a vu des étudiants léviter une énorme pierre avant qu'un enseignant nommé Kinara ne les salue et leur propose une visite. Beryl a accepté maladroitement tandis que Maeve restait figée, timide mais doux. Kinara a ri et les a conduits à l'intérieur. Beryl était émerveillé, même les fenêtres étaient en vrai verre. Lorsqu'on lui a demandé une référence, il a mentionné avec désinvolture le commandant Diamond, ce qui a stupéfié Kinara. Alors que des étudiants passaient et la saluaient poliment, elle a expliqué qu'ils étaient formés en tant que mages d'élite, y compris les manières. Beryl se demandait tranquillement si Maeve allait s'intégrer. Kinara les a amenés dans une pièce et a expliqué que Maeve n'avait pas besoin de passer le test d'entrée. Sa lettre garantissait son admission. Elle devait juste choisir une spécialité. Un peu nerveuse, Maeve a dit qu'elle pouvait seulement invoquer le feu, alors Kinara a suggéré la magie offensive, et a brièvement décrit les 5 types. Mew devait également décider de la vie en dortoir, alors Kinara lui a fait visiter. Mew était émerveillée. L'endroit était immense et magnifique, avec des activités quotidiennes, repas, un emploi du temps de bain rotatif, et une chambre meublée. En sortant, Mew a qualifié cela de rêve et Beryl lui a proposé de déjeuner en ville, espérant secrètement qu'elle resterait. Il s'inquiétait qu'elle ne s'intègre pas, peut-être qu'elle était juste timide avec les hommes plus âgés. La charcuterie était pleine, mais Serena est arrivée et les a invités. Beryl la remercia pour l'épée, mais elle a fait un geste pour l'écarter. Après avoir pris une gorgée de sa boisson, elle a demandé des nouvelles de Maeve. Beryl a hésité, puis a dit qu'elle était la fille dont il s'occupait maintenant. Serena a presque craché sa boisson pour une raison étrange, puis a toussé et s'est rapidement excusée pour l'interruption. Quand la nourriture est arrivée, Beryl a demandé des nouvelles du travail. Elle a dit que les chasses aux monstres près de la capitale étaient plus fréquentes ces derniers temps. Pas à cause des créatures, mais parce qu'une délégation de Sfaina Gardania était en visite à Liberis pour le sommet annuel de l'Alliance et la ville devait être sécurisée. Beryl était surpris que les aventuriers aient des responsabilités nationales. Après le déjeuner, il a dit à Maeve de rentrer chez elle puisqu'il devait passer par le QG de l'ordre. Avant qu'elle parte, il a demandé à Serena de lui donner quelques conseils, surtout avec le début de l'école de magie. Franche comme toujours, Serena a averti que seuls les meilleurs survivent à elle. Institut et abandonner n'est pas une option avec Beryl comme mentor. Maeve a admis qu'il était fort, ce qui a irrité Serena. Elle n'aimait pas comment la fille se référait à son professeur. Beryl est intervenue pour apaiser la tension, et Serena a admis qu'elle avait réagi de manière excessive par respect pour lui. Comme Maeve semblait comprendre, Serena lui a souhaité bonne chance. Mew l'a remerciée et est partie. Beryl avait l'impression qu'elle s'était un peu ouverte, et Serena a même dit que la fille avait du potentiel, brut mais authentique. Beryl était d'accord, pensant qu'elle avait juste besoin du bon endroit pour grandir, bien qu'il n'ait aucune idée de ce que cela pourrait être. Dans la salle d'entraînement, le sensei discute de la situation de vie de Maeve avec Aleutia. Devrait-elle rester avec Beryl ou emménager dans les dortoirs de l'école? Aleutia est prise au dépourvu par la nouvelle et prend un moment pour y réfléchir.
Kai fait irruption, insistant sur le fait que les dortoirs sont mieux. Proches des cours, pas de longs trajets, repas gratuits. Comme l'a dit Fi, c'est un véritable sauveur. Beryl comprend, mais s'inquiète que Maeve ne s'intègre pas. Blitz encourage à prendre des risques, et Aleutia est d'accord avec les deux. Plus tard, Beryl vérifie avec Lucy Diamond, qui soutient également l'idée des dortoirs. Pendant qu'il parle, Felice dépose quelque chose. Et Lucy demande si elle vivait aussi dans le dortoir. Felice répond oui, c'est pratique. Quand Lucy mentionne l'inscription de Maeve, Felice ajoute qu'elle pourrait être sa professeure. Cela dérange Beryl, et il part soudainement. Felice demande ce qui ne va pas, et Diamond dit qu'il pense trop. Seul, Beryl réfléchit qu'il espérait être une figure paternelle pour Maeve, surtout parce que elle n'en avait jamais eu et ressentait une joie silencieuse dans ce qu'elle considérait comme sa propre chambre. Bien qu'il veuille être un bon modèle, Beryl savait que le confort de Maeve passait en premier, et qu'elle était clairement enchantée par le dortoir. Plus tard, il rentre chez lui avec des courses quand Maeve se plaint d'un bruit venant d'une commode. En enquêtant, Beryl trouve un trou derrière, et 3 rats en sortent en courant. Alarmé, il ouvre les fenêtres en grand et prend un balai, prêt à se battre. Maeve, peu impressionné, lui dit de se calmer, mais il insiste sur le fait que les morsures de rats sont graves. Alors qu'il se jette en avant, les rats esquivent facilement. Maeve mentionne avec désinvolture qu'elle est habituée aux rongeurs de son ancien quartier, et Beryl répond qu'elle ne devra plus vivre comme cela, quelque chose qui la touche profondément. Un rat s'échappe, tandis que les autres se moquent de Beryl. Il abandonne le balai, prend sa veste et essaie de les piéger, échouant à plusieurs reprises. Frustré, il finit par perdre son calme et jette la table, écrasant une avec une fureur sauvage. Déterminé. On dit qu'il faut juger les résultats, pas les méthodes. Un rat a été attrapé, mais un autre s'est échappé dans la salle de bain. Il a sauté dans la baignoire, et Beryl l'a poursuivi, sans comprendre ses instincts. Le rat se moquait de lui, se posant sur son épaule. Puis un éclair a jailli. Maeve était entrée silencieusement, l'effrayant jusqu'à ce qu'il tombe dans les mains de Beryl. Elle a disparu sans un mot. Le rat lui a mordu avant qu'il ne le jette par la fenêtre. Vengeance ou bonté? Cette nuit-là, Beryl a réparé le mur et a repris sa vie. En cuisinant, il ressentait une chaleur douce. Maeve l'avait appelé quand elle avait peur et l'avait même aidé. Peut-être qu'elle irait bien. Elle l'a rejoint dans la cuisine. Il lui a tendu du pain, mais elle était là pour aider. Il lui a demandé d'éplucher le bacon. Pourtant, une douce tristesse flottait dans l'air. Juste au moment où il se rapprochait, elle prévoyait de partir. Peut-être que passer les vacances à la maison était mieux. Ils ont mangé ensemble. Il la remercia, et elle a dit qu'elle voulait apprendre à cuisiner. Il a dit qu'il n'y avait pas d'urgence, mais elle a dit qu'elle devait apprendre maintenant. La nourriture du dortoir était gratuite. Il ne comprenait pas. Puis elle lui a dit qu'elle resterait. Il a soutenu que le dortoir était mieux, mais elle est restée ferme. Selma se souciait enfin, et elle voulait rendre. Il suffisait de dire comment. Ces mots l'ont laissé sans voix. Elle se moquait de lui à propos des rats, le faisant sourire. Elle a dit que tout ce dont elle avait besoin, c'était de chaleur. Ému, il a promis de faire des costumes tous les jours. Elle a levé les yeux au ciel et lui a dit de laisser tomber son sourire creepy avant de filer vers les dortoirs. Si vous appréciez le parcours de cette série, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour. Tout votre soutien m'aide à continuer à vous apporter des résumés de haute qualité.